Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Dans un instant, on va parler des relations entre grands donneurs d'ordre et fournisseurs. Mais tout de suite, place à l'actu. Le projet de nouveau stade à Montpellier pourrait très bien ne pas voir le jour. L'équipe de foot est en grande difficulté avec un fort risque de relégation et donc une forte perte dans son budget lié aux droits TV. Des conditions qui font peur aux banques. Le projet a été réévalué à 170 millions contre 240 initialement prévus. Une réunion de la dernière chance est prévue dans les prochains jours. Et puis clin d'œil à nos amis de TV Tour Val-de-Loire, la chaîne fête ses 19 ans, change de logo et surtout de nom, elle s'appelle désormais Val-de-Loire TV. Notre invitée aujourd'hui, Nelly Plus, présidente du groupe Equity, un groupe qui veut améliorer les relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Nelly Plus, bonjour. Bonjour Michel. Alors on va commencer par le début, si vous le voulez bien. Le groupe Equity, quelle est son activité principale ? Son activité principale, c'est du sourcing et la gestion d'un panel fournisseur avec le niveau d'exigence le même pour les directions achats grands comptes, c'est-à-dire de la conformité, de la performance, l'achat au juste prix. Alors, si je vous suis bien, l'objectif est de mettre en relation et en confiance les donneurs d'ordre avec les fournisseurs. Les fournisseurs, ce sont des talents qui sont souvent à leur propre compte et le tout, c'est de faire en sorte que cette relation marche, que le matching, comme on dit, fonctionne. Et j'ajouterai aussi bien souvent que le fournisseur, donc cet indépendant, doit répondre à une série de réglementations. Il n'est pas connu des donneurs d'ordre, il n'est pas visible. L'avantage de venir auprès des donneurs d'ordre, c'est d'avoir une structure comme la vôtre derrière soi, c'est bien ça ? Absolument. Absolument. Nous, on est un facilitateur. On connaît bien les contraintes, la problématique de la réglementation achat, la cartographie des risques des grands comptes. Et on est là pour mettre en valeur finalement le fournisseur qui porte une expertise, qui a une expertise, un talent et qui a bien des difficultés à faire connaître son talent de manière directe. Et pourtant, les donneurs d'ordre sont demandeurs d'un accès plus simplifié à l'expert. Nelly Plus, votre promesse, c'est toute simple, faire ensemble, et faire confiance entre donneurs d'ordre et fournisseurs, c'est vous qui le dites. Et pour cela, vous avez créé votre propre méthode qui s'appelle la méthode PCSR. C'est quoi ? Alors, PCSR, déjà, ça signifie portage commercial sécurisé et responsable. Ça fait penser, c'est un petit peu une analogie, mais ce qui nous différencie, c'est véritablement de ne pas être un passe-plat et de ne pas justement être juste la passerelle, la plateforme qui va passer le plat. Le PCSR, c'est une solution de référencement au sens un peu transactionnel et dans lequel nous avons mis les 168 points de contrôle du label RFAR, Relations fournisseurs achats responsables du ministère de l'économie et des finances. J'ai voulu, c'est ce qui vraiment nous différencie, j'ai voulu essayer de rendre opérationnelles ces bonnes pratiques achats responsables et de créer un cœur contrôlé et pour faciliter la relation client-fournisseur. Oui, et il ne faut pas oublier effectivement dans cette solution que vous proposez, le parcours sécurisé par définition, ça rassure plus. Absolument, puisque nous avons intégré la réglementation, le durcissement de la réglementation loi Sapin 2, devoir de vigilance, donc respecter la loi LME, payer à date. Donc toutes ces problématiques-là, on les comprend, on les intègre. Il faut comprendre que un fournisseur qui est payé dans les délais, c'est un client qui est satisfait. Et Groupe Equity l'a bien compris. Et en fait, le PCSR, c'est ça. C'est de rendre les obligations qui sont difficiles, mais de les simplifier et de pouvoir rassurer cet écosystème de fournisseurs qui a besoin de visibilité, de transparence. Et donc, en fait, on les rassure.
Comment est née cette idée? Ça part, j'imagine, d'une expérience, d'un certain vécu. Comment a démarré cette aventure? Alors, pas facile. Pas facile. Bah oui, c'est du vécu. Tu as raison, Michel. Moi, je suis chef d'entreprise d'une petite PME à la base, Logaxone, qui a quand même 22 ans, euh, qui, euh, qui a été le dernier maillon d'une chaîne de sous-traitance. Et quand on est le dernier maillon d'une chaîne de sous-traitance, bien souvent, on n'est pas déclaré dans la sous-traitance. Et donc, on est le dernier payé. On est celui qui doit porter la casquette d'un autre. On n'a pas de visibilité. Et pour innover, c'est compliqué. Donc, beaucoup de freins. Donc, Groupe Equity est né euh, de tout ce constat, ces contraintes que des centaines d'autres PME ont. C'est pas que moi. Et donc, c'est du vécu. Et l'idée, ça a été de trouver les solutions pour être visible, pour rééquilibrer la relation client-fournisseur et pour pouvoir innover sereinement. Un chef d'entreprise doit pouvoir être serein dans sa trésorerie, de pas passer son temps à courir derrière les relances et avoir une visibilité de new business. Merci beaucoup, Nelly Plus, d'avoir été notre invitée. Merci bien. Il y a 5 ans, en pleine pandémie, Joël Gourmelon se lance dans la fabrication de masques chirurgicaux. Après 3 années, la demande s'effondre et la production s'arrête. Mais ces machines vivent une seconde vie au lycée Saint-Joseph de Landerneau. Un reportage d'Enora Lenôtre de TBO. Il y a l'élastique qui se déroule, qui est coupé et qui vient se mettre en soudure aussi à l'ultrason des élastiques ici, qu'on voit ici. Et donc voilà, et on retrouve le masque fini. 2 ans après leur arrêt définitif, les machines de production de masques d'Iwal reprennent du service. Depuis septembre, elles ont pris leur quartier au lycée professionnel Saint-Joseph de Landerneau, où les élèves se forment à la maintenance de machines industrielles. Donc ça fait plaisir de les retrouver, j'ai le sourire parce que je suis fier de les voir de retour. C'est une seconde vie qui va être utile aussi parce que déjà, 1, on préserve nos machines, 2, on forme des gens dessus, et 3, si un jour le Covid revient, j'espère pas, mais on pourra repartir pour fabriquer des masques. En septembre 2020, Joël Gourmelon fait un pari, celui de fabriquer des masques chirurgicaux à Landerneau alors que la France connaît une pénurie en pleine pandémie du Covid-19. Un pari gagnant, sa marque d'Iwal emploie une dizaine d'employés et produit jusqu'à 60 000 masques par jour. 5 ans après, il se souvient. Sur la chaîne, oui, c'était très actif parce qu'en fait, il fallait sortir des masques, tout ce qu'on produisait était vendu. Et donc, on était à flux tendu, en fait. Mais en janvier 2023, l'entreprise ferme ses portes. La baisse de la production et la concurrence de l'Asie poussent Joël Gourmelon à stopper la production. Aujourd'hui, il conserve un stock de masques en cas de besoin et pour se souvenir de cette période. Bon, on pensait que ça s'arrêtait un jour, bien sûr, mais pas de sitôt. Moi, j'avais misé un petit peu pour 6 mois de plus. Et donc, en fait, c'est arrivé 6 mois un petit peu avant mon projet. Mais tant mieux d'un côté, tant mieux, c'est comme ça. Mais après, on a dû faire face. Mais après, on a vu aussi que nous, il y a un marché du masque aussi, en général. Et le marché du masque, en fait, les prix se sont effondrés, en fait. En 3 ans, la marque d'Iwal a fabriqué plus de 10 millions de masques chirurgicaux. En Bretagne, au total, 5 entreprises se sont lancées dans la production de masques durant la crise du Covid. Aujourd'hui, seule l'usine Clap France subsiste à Ploufragan, mais elle est actuellement en redressement judiciaire. En Martinique, un début d'année pluvieux a compromis le début de la récolte de la canne à sucre. Malgré tout, les professionnels de la filière rhum se disent confiants concernant la qualité du rhum 2025. En revanche, les rendements pourraient être moindres. Un reportage de ATV. Plus de 100% de pluviométrie en ce début d'année, une tendance météorologique qui ne va pas dans le sens des producteurs de rhum. Beaucoup de planteurs ont décidé de repousser le début de la récolte, les rendements sont incertains. Les sols sont encore mouillés dans certains endroits, nous sommes obligés de choisir les parcelles les mieux exposées, les mieux ressuyées, afin de produire et de fournir à nos clients, que sont les distillateurs, les meilleures cannes possibles. Sinon, nous sommes en cours d'activité, le matériel est révisé, les cannes sont au rendez-vous. Il faut simplement espérer que nous ayons un tournage au moins équivalent de l'année dernière.
Plus la canne est gorgée de soleil, plus son taux de sucre est important. C'est un élément primordial pour la fabrication du précieux nectar. Ici, on n'est pas inquiet concernant la qualité. On compte sur le savoir-faire unique des maîtres de chez martiniquais. Il n'y a aucun problème pour moi. En tout cas, dans ma stratégie, ça n'a pas trop influencé sur la qualité de mes rhums. J'arrive à maîtriser le process, mais c'est quand même mieux d'avoir plus de sucre, parce que plus de sucre dit plus de rhum. L'autre grande problématique à laquelle sont confrontés les producteurs de rhum, c'est bien sûr l'augmentation du coût des matières premières, des augmentations qui se répercutent sur le prix final du produit et qui peuvent impacter les consommateurs. Il y a plusieurs facteurs. Vous avez le prix de la matière première, ne serait-ce que le verre. Nous, on a eu une augmentation de plus de 120% sur le prix du verre. Les capsules ont augmenté et aussi le coût du transport. Un container en prix est devenu beaucoup plus cher à la réception. Et sans compter qu'au niveau de... On a une augmentation, bon, mais c'est une taxe que l'État met chaque année. On a une taxe sur la vignette de sécu. Une chose est sûre, le circuit de production du rhum reste un atout majeur pour l'attractivité de l'île, une histoire et un savoir-faire unique qui attire une clientèle venue des 4 coins du monde. Passer la nuit au plus près des animaux, une expérience qui fait recette aux zoos de la Flèche dans la Sarthe, à tel point que le parc animalier va pousser encore un peu plus loin son concept. De nouveaux lodges sont en train de sortir de terre. Un reportage d'Anthony Piton et des images drones de Maxime Jameau de LMTV. Les visiteurs ne le savent peut-être pas, mais une grande partie du fonctionnement du zoo de la Flèche repose sur ces constructions. 8 nouveaux hébergements sont en train de voir le jour. Une extension qui n'a rien d'anecdotique. Ici, les nuitées permettent de financer d'autres infrastructures. Aujourd'hui, la partie hébergement représente près de 40% du chiffre d'affaires du parc. L'ambition première, c'est de créer des nouveaux environnements animaliers ou d'améliorer les environnements animaliers que nous avons déjà sur le parc. Et clairement, aujourd'hui, là où, avec la météo, on a une fréquentation visiteurs qui probablement devient incertaine d'une année à l'autre, de créer des nouveaux environnements pour nos clients lodge permet de financer justement ces créations de nouveaux environnements animaliers. Donc c'est un équilibre qui est indispensable. Dormir à quelques mètres des animaux, un luxe qui affiche complet, parfois plusieurs mois à l'avance. Les premiers clients de ces nouvelles chambres pourront s'émerveiller en juin 2025. Une chose est sûre, l'expérience avec vue sur cette savane reconstituée s'annonce vertigineuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et merci également à une dizaine de radios qui nous diffusent chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine.